Donc voilà, je pense que vous avez les choses à l'écran. Donc ça, c'était le sujet de l'année 2018, il y a 2 ans. On va le découvrir, enfin, on va le découvrir, je le connais, mais on va regarder ensemble. Hop, voilà. Donc on voit ici qu'on a... d'accord. Normalement, les sujets sont plutôt d'habitude composés de 4 thèmes. On voit ici que voilà, ça change un peu de l'habitude, mais on n'a que 3 parties. D'accord. Une première partie qui est sur l'étude d'un bilan. D'accord. Une deuxième partie qui est sur la forme juridique de l'entreprise et une troisième partie qui est sur une analyse de marché. Donc plus du marketing. Donc on voit forme juridique, marketing, comptabilité. C'est plutôt du classique. Alors on va pour regarder ça, mais je ne sais pas si je ne me suis pas déjà inspiré de ça pour vous donner des choses. Voilà, alors sur la forme juridique, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on nous dit que monsieur Dominique, il doit modifier son entreprise. Et ça sera souvent ça, hein, les problèmes de forme juridique. Il doit modifier sa forme juridique et il va hésiter entre deux, je suppose, hein, je n'ai pas lu, mais il va hésiter certainement entre deux possibilités et on va vous demander d'analyser les deux possibilités et ensuite de lui donner un conseil. Donc ici, monsieur Dominique Lucot, donc les choix stratégiques entraînent une modification de la structure juridique. Pour cela, il recherche des associés. Donc on imagine qu'il était déjà tout seul, qu'il pourrait investir financièrement dans l'entreprise. À ses yeux, ses éventuels associés devraient jouer un rôle et s'impliquer dans la gestion et la direction de l'entreprise. Pour l'instant, il est associé unique d'une entreprise qui est donc une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc les questions. Hésite à transformer sa structure. Il a 2 possibilités. Il se pose la question sur 2 possibilités entre la société anonyme et la SARL. Ok. Alors, qu'est-ce que vous connaissez? Comment vous construiriez votre tableau? Parce qu'ici, on vous dit, présentez ça sous un tableau. Quels sont les thèmes que vous mettriez dans ce tableau, par exemple? Le nombre d'associés possible. Voilà, le nombre d'associés, très bien. La personnalité juridique. Alors, est-ce qu'il y a acquisition d'une personnalité morale? D'accord. Alors, je vois, vous m'avez marqué la responsabilité, d'accord, vis-à-vis des tiers, en cas de, malheureusement, si l'entreprise devait... ok, ça c'est pas mal. Vous m'avez parlé aussi du capital, c'est pas mal. Du régime fiscal, c'est pas mal. Alors, de la personne qui va diriger, donc qui va prendre les décisions, c'est pas mal. Et le statut peut-être du dirigeant? Le statut de dirigeant, c'est plutôt pas mal. Ok, voilà. Vous avez vos 7 trucs, tac, tac, vous construisez votre tableau. Bah, on va le faire ensemble, hein, d'accord. Je vais passer par alors, un petit tableau blanc. C'est pas trop la peine de vous connecter dessus, hein, simplement regarder à l'écran. Pour ouvrir un tableau blanc. Je vais partager maintenant. Ok. Tac. Hop. Alors voilà pour ce tableau blanc. Donc on avait dit, on a d'abord la SARL. Qui est-ce qui peut me dire ce que ça veut dire SARL? Société à responsabilité limitée. Très bien, société à responsabilité limitée. Et la SA, la société anonyme. D'accord. Donc ces 2 sociétés. Très bien. Vous m'avez dit d'abord, alors, je vous propose peut-être le capital, d'abord au minimum.
Bah, c'est ARL, c'est numéraire ou en nature, mais du coup, y a pas de capital minimum. C'est en euros, non? Alors c'est super Myriam, parce que c'est bien de se tromper maintenant et pas de se tromper après. D'accord? Je vais reprendre ce que vous avez dit, ok, et vous montrer les petites erreurs que vous avez faites, mais je sais pourquoi vous faites cette erreur, parce que il me semble que dans un de vos cours, mais je l'avais déjà répété, hein, dans un de vos cours, il est indiqué qu'il n'y a pas de capital minimum. Or, c'est une faute, c'est une erreur. Je vais bien vous l'expliquer, vous allez voir. D'abord, vous aviez raison sur la possibilité des apports. Les apports peuvent être en numéraire, c'est-à-dire en argent, peuvent être en nature, c'est-à-dire en matériel, mais pour l'ARL, pour la SARL, pardon, ils peuvent être aussi ce qu'on appelle en industrie, c'est-à-dire qu'on peut apporter une compétence à l'entreprise. Très particulier, d'accord. En général, on ne va pas vous amener sur ce sujet-là, on va plutôt vous amener sur la composition d'un capital avec un apport en numéraire. Mais sachez que les trois possibilités d'apport existent, ce qui n'est pas le cas dans la SA. Les apports dans la SA ne peuvent être constitués qu'en numéraire ou en nature. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait qu'il y ait un capital pour une société, c'est une obligation. C'est une des trois euh, euh, conditions de la création de la société, de l'existence même de la société. Par contre, il est vrai que pour la SARL, le capital minimum est de 1 euro. Je crois que c'est Déborah qui avait fait la remarque. Alors c'est vrai que c'est un tout petit capital, mais je pense que c'est une erreur, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, c'est une erreur de dire qu'il n'y a pas de capital minimum. Si, il y a un capital minimum, alors certes il est réduit, il est de 1 euro, mais il y a un capital minimum. D'accord. Donc voilà. Donc le capital ici pour la SARL, on a dit 1 euro. Alors, En fait, un capital, pardon. oui, En fait, le capital, à partir du moment où il y a 1 euro, donc c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas comment on appelle ça, vous savez, le fait de dire l'argent, ah mince, je sais plus comment on dit. Bref, pour dire en clair que c'est, oh, je l'ai au bout de la langue, j'arrive pas à le dire. Ah punaise, ah bah je me rappelle plus, attendez, ça va me revenir. J'ai au bout de la langue en plus. Dire qu'en fait, c'est, pardon? Allez-y, allez-y. En clair, c'est à partir du moment où on met de l'argent symbolique, voilà. Oui, c'est symbolique, oui, effectivement. Alors aujourd'hui, il y a très peu de SARL qui se créent avec un capital de 1 euro, hein. Soyons très clairs. Pour connaître un peu le milieu de la création d'entreprise, vous n'allez pas loin si vous créez une SARL avec un capital de 1 euro. Alors, c'est tout à fait légal. Demain, vous pouvez arriver à la banque, déposer 1 euro sur un compte spécifique, faire toutes les autres démarches pour la création de votre entreprise. Vous allez pouvoir créer une SARL avec 1 euro. Aucun problème. Légalement, aucun problème. Par contre, c'est vrai que pour le sérieux du projet, et surtout vis-à-vis de la banque, si jamais vous devez demander un financement, un complément, un prêt à la banque pour acheter du matériel pour commencer votre activité, par exemple, avec 1 euro de capital, la banque vous dira, vous rira au nez, vous dira, monsieur, si vous mettez 1 euro, vous ne croyez pas que moi je vais vous prêter 10 000 euros ou 20 000 euros. Hors de question. Donc aujourd'hui, on voit pratiquement aucun projet naître avec 1 euro de capital. Mais légalement, c'est ce qu'il faudra inscrire dans votre petit tableau. D'accord. Alors, concernant la SA, quelqu'un sait le capital minimum pour une société? 35 000 euros. Combien? 35 000. 37. 37 000 euros. Ça, c'est pas quand elle n'est pas cotée en bourse. Voilà, exactement. Alors, nous, on va retenir 37, parce qu'en général, on ne va peut-être pas partir tout de suite sur des structures qui vont être cotées en bourse. On avait parlé ensuite des associés. Donc les associés, ici, pour la SARL, il faut au moins avoir 2 associés au minimum, d'accord, avec un maximum de 99 associés. C'est pas 100. C'est peut-être 100, vous avez peut-être raison. Je vais vérifier après parce qu'il me semble qu'à 100, alors c'est 100 non inclus. Je vais vérifier. Quel est le minimum d'associés pour une
C'est 7. C'est 7, effectivement. Donc, par exemple, ici, voilà, 2 à 7, mais on va garder nous plutôt 7, effectivement, pour certaines essais. On va plutôt garder 7. Ça va nous permettre surtout de réagir dans le cas, je pense. Hein. Donc, on va avoir 7 à 2C en sachant qu'il n'y a pas de maximum. Le côté fiscal. Comment sont imposés ces deux types de structures? IS. IS pour les deux types. Donc, impôt sur les sociétés, non pas impôt sur le revenu, d'accord? Impôt sur les sociétés pour ces deux types de structures. Il y a quelques exceptions pour la SARL qui peut être aussi à l'IR, mais pas la peine de les retenir. Qui dirige? Je crois pour le SA, c'est pas le PDG. Ouais. Et le, On a, le DG. Alors, on a le conseil d'administration aussi dans le SA. ouais, On a une coexistence d'un président directeur général et d'un conseil d'administration pour les décisions. Ok. Est-ce que ça peut être les mêmes? Il peut siéger au conseil d'administration. Est-ce qu'il peut être président du conseil d'administration aussi? Ah non. Si. Ah si, il est président directeur général, oui, pardon. S'il cumule les deux fonctions, bien sûr. Exactement. D'accord. Alors, on va pas aller, parce qu'effectivement, il y a plusieurs types de SA, hein, notamment les SA les plus communes, hein, c'est celles qu'on appelle les SA conseil d'administration, où vous avez une sorte de double tête. D'accord. Le directeur général, qui est plutôt dans la partie opérationnelle, et le conseil d'administration qui est plutôt dans la partie stratégique. Malgré tout, dans certaines sociétés, le directeur général peut en même temps être président du conseil d'administration. On l'appelle dans ces cas-là un PDG, un président-directeur général. Président du conseil d'administration et directeur général de l'entreprise. Ou bien, par choix bien sûr pour l'entreprise, la SA peut avoir deux têtes. Un DG, directeur opérationnel, avec même des DG délégués, des directeurs généraux délégués en dessous de lui. Et puis un président du conseil d'administration qui lui assurera bien sûr toute la partie plutôt stratégique. Donc, on peut avoir deux têtes effectivement, mais dans beaucoup de cas, on n'aura qu'une seule tête avec donc un PDG quand il est en même temps président du conseil d'administration et directeur général de l'entreprise. Ce qui était le cas par exemple je ne sais plus son nom, mais du PDG de Danone, qui, là, il n'y a pas très longtemps, s'est fait débarquer de son poste de DG, mais est resté uniquement que président du conseil d'administration. Vous avez peut-être entendu parler, c'était il y a un mois. Par contre, pour la SARL, Cécilia, je ne sais plus, Cécile, nous disait que c'était donc un gérant. Effectivement, c'est un gérant. Quelle est la particularité du gérant? Ici, notamment dans son statut social. Comme elle l'a dit Cécile, s'il est majoritaire, du coup, il ne sera pas travailleur salarié. Et si il est minoritaire, et ben, du coup, il dépendra du statut salarial. Ok, effectivement. Alors, autant le PDG, lui, il est salarié, hein, donc c'est un salarié de l'entreprise. Alors que pour le gérant, lui, on va avoir plusieurs possibilités. Si effectivement il est minoritaire ou égalitaire, alors il aura un statut de salarié. Mais s'il est majoritaire, et là on parle bien de capital, donc s'il est majoritaire au capital de la société, donc ça veut dire que c'est lui qui aura apporté le plus au moment de la constitution du capital, s'il est donc majoritaire, alors il sera ce qu'on appelle TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié.
cette position de majoritaire ou non majoritaire, je vous rappelle, hein, c'est à la constitution du capital. Et qu'on peut très bien vous dire, dans le cas le plus commun, le pourcentage qui est attribué à chaque associé dépend de l'apport qu'il aura fait. C'est-à-dire que sur un capital de 10 000 euros, si j'apporte 5 100 euros, j'aurai 51% des parts. Et les autres se partageront effectivement toujours au prorata du montant qui aura été apporté. Donc, il se peut très bien que dans une étude de cas, on vous dit, voilà, 4 personnes vont s'associer ou 5 personnes vont s'associer. Lui va mettre 1000, lui 3000, lui 4000 et lui 2000. Quelle est la répartition en pourcentage du capital? Et telle personne peut-elle être gérant et salarié de l'entreprise? Et donc, vous allez calculer vos pourcentages. Et puis, vous allez déterminer si effectivement, en fonction du pourcentage qu'il détient, il peut être salarié ou pas, bien sûr, de l'entreprise. Très bien. Alors, est-ce que les deux... on va parler ici maintenant de la protection. De la protection face aux dettes. Hein. Est-ce que le patrimoine personnel des dirigeants ou des associés de ces deux structures est-il protégé? Oui, dès lors qu'il y a une personnalité juridique distincte. On l'appelle comment cette personnalité juridique? La personne de droit? Personne morale? Personne morale, exactement. Alors, effectivement, vous l'avez dit, hein, j'ai vu les commentaires, voilà, personne morale, Cécile, etc. Vous m'avez donné les bonnes réponses en commentaire aussi. Hein. Effectivement, alors ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est que c'est l'acquisition de cette personnalité morale qui fait naître un patrimoine distinct de celui de l'associé ou du dirigeant. Vous comprenez bien cette démarche. C'est parce que, notamment par l'immatriculation au RCS, c'est parce que ces structures sont immatriculées qu'elles ont acquise une personnalité morale et donc tous les achats, tout ce que la société va faire, elle va le faire au nom de cette personnalité morale et donc elle va se créer aussi son propre patrimoine qui sera distinct. Donc il y a une séparation des patrimoines entre le patrimoine personnel de la personne physique et le patrimoine professionnel ici, hein, de la personne morale. Ayez bien ce petit réflexe, parce que si vous faites ça, si jamais un sujet sur les formes juridiques devait tomber et que vous parlez bien de l'acquisition de la personne morale par l'immatriculation et qui fait naître un patrimoine distinct, vous êtes vraiment dans le bon esprit et là, vous allez briller au niveau de ce que le correcteur va pouvoir lire de votre copie. Donc, protection, oui. On a expliqué pourquoi, j'ai simplement marqué oui, on a expliqué pourquoi. Parce qu'il y a acquisition et création d'une personne morale distincte de celle des associés dans les deux cas. Pouvez-vous me donner des types, des formes juridiques d'entreprise où il n'y a pas justement création de personne morale et donc URL. Alors, du travailleur indépendant, hein, oui, mais il n'y a pas de... Alors, je ne suis pas d'accord avec ce que vous m'avez dit de l'entreprise individuelle. Cécilia, je n'ai pas eu le temps de dire votre prénom. Vous m'avez dit EURL. Là, je ne suis pas d'accord. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est la petite sœur de la SARL. C'est la SARL, mais quand il y a 15 associés. D'accord. Alors que le IRL, oui, c'est Cécile. D'accord. Ok, Cécile. Oui, le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est cet ovni un peu dans le monde des affaires où on a une entreprise individuelle sans création de personne morale, mais on a affectation du patrimoine professionnel et personnel qui permet justement de ne pas exposer son patrimoine personnel au jeu des créanciers. Et l'auto-entrepreneur? Pareil, c'est une entreprise individuelle. L'auto-entrepreneur est une entreprise individuelle. L'auto-entrepreneur, la micro-entreprise, ce n'est pas un statut juridique, c'est un statut fiscal et social, qui donne droit qui permet de déroger profession libérale, entreprise individuelle, bien sûr. Sauf que profession libérale, ce n'est pas une profession commerciale, donc pas d'inscription au RCS, a priori, en général. Mais l'auto-entrepreneur, 99% des auto-entrepreneurs sont des entreprises individuelles.
Alors, il nous reste quoi à voir là-dedans? Puis alors, on a parlé de la protection, l'acquisition de la personnalité morale. Est-ce que les parts sociales, je fais ce que je veux de mes parts sociales dans l'une ou l'autre des deux entreprises ici? Non, Françoise, ok, elle est plus loin. Alors, SARL, oui. SARL, oui, si le gérant il est majoritaire. C'est-à-dire, expliquez-moi. Bah, en gros, s'il est majoritaire, et bah, je crois qu'il peut revendre ses parts. Alors, Non, c'est pas ça? oui, de facto, oui. Mais il est enfin, de facto, oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut. Enfin, il me semble que la SA, il faut que les actionnaires soient d'accord ou je sais plus quoi. Non. Non? Les parts dans une SA sont librement cessibles. Quand librement cessibles, c'est que je peux les vendre comme je veux. Quand je n'ai pas besoin de l'accord des actionnaires pour vendre mes parts. Alors que dans la SARL, sauf s'il y a des dispositions contraires, mais nous on parle sur ce qui est... il faut avoir l'accord des autres associés pour vendre ses parts. Donc dans la SARL, il faut avoir l'accord des autres associés pour vendre ses parts. Alors obligatoirement, s'il est majoritaire, ben, il va être d'accord. Et donc obligatoirement, il va pouvoir les vendre, puisqu'il est majoritaire. D'accord ? Si les associés, si, imaginons j'ai 10% des parts d'une SARL et que je n'ai plus envie d'être dans la SARL, j'aimerais bien vendre mes parts. D'accord ? Je vais donc demander l'accord des associés. Les associés vont voter à la majorité. Okay ? Et s'ils refusent que je vende mes parts, alors ils doivent s'engager à me les racheter ou à les faire racheter par la société elle-même. Donc je ne reste pas bloqué malgré tout. Ou bien d'accorder leur agrément à une autre personne, hein, évidemment. Je ne suis pas bloqué, mais malgré tout, je suis quand même limité dans mes possibilités. C'est-à-dire que je ne peux pas faire rentrer n'importe qui dans une SARL. Il faut que les autres soient d'accord. Et là, je pense que c'est sur ce point-là qui permet de rebondir à la deuxième question. Donc ici, on a fait notre tableau. Je pense qu'on voilà, on va regarder ensemble le corrigé après. Ah non, je ne l'ai pas celui-là. Mais grosso modo, je pense qu'on attendait au moins ces points-là, au minimum. D'accord. Je suis en train de réfléchir, mais a priori, oui, on n'attendait pas forcément plus que ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est... Je vais revenir sur le... Hop, on va mettre à l'écran le sujet. Donc voilà, donc on a fait la première question, on a fait notre petit tableau, présenté sous forme de tableau les principales caractéristiques de ces deux formes juridiques. Hop, ah bah il y avait l'annexe D, tiens, on va regarder après ce qu'elle disait, mais je pense qu'on avait... Ouais. Il nous précise aussi qu'il veut rester... il veut protéger ses intérêts. D'accord. Donc la forme, effectivement, de responsabilité limitée qu'offre la SARL et la protection de facto qu'offre l'ASA permet de protéger ses intérêts personnels, dans tous les cas. Proposez la solution qui vous semble le mieux adaptée. Alors, à votre avis, vous seriez parti sur quoi? Déjà, s'il cherche un investissement, il vaut peut-être mieux qu'il ait une exigence de capital social un peu plus élevée. Mais après... Il y a quelque chose qui vous dit vers quoi il va falloir vous tourner. C'est un rôle et s'impliquer dans la gestion Voilà. et la direction de l'entreprise. Exactement. La SARL, vous voyez qu'elle est plus petite. Et en général, dans une SARL, les gens sont beaucoup plus impliqués dans la gestion de la société, dans tout ce qu'ils veulent, hein, dans la direction de l'entreprise, etc., etc. Alors que dans une SA,
je mets des sous et puis c'est tout, je m'en fous. Le principal, c'est que ça me rapporte. C'est plutôt ça l'objet de la SA, comparé à la SARL. Donc, voilà pourquoi, à mon avis, il fallait mieux opter pour la SARL en justifiant que la SARL est plus une société de personnes qu'une société de capitaux. Et que, en général, déjà rien que par le fait de ne pas pouvoir sortir comme on veut, ça montre qu'on a une réelle implication. Cette réelle implication, on l'appelle l'affectio societatis. Bon, pas la peine de trop le retenir, mais je crois qu'il est dans vos cours. Hein. C'est vraiment la volonté de s'associer pour participer sur un pied d'égalité, en fonction des apports que l'on a amenés à la direction de la société, de partager les bénéfices et éventuellement les pertes, toujours dans la limite des apports, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, il y a peut-être une troisième question. Ah non, il y avait juste 2 questions, donc bon, pas très compliqué. Hein, vous voyez, grosso modo, vous avez plus de 10 points sur 40 quand même. Alors, on va regarder juste l'annexe qui était proposée. Voilà, bah, vous voyez, on était plutôt bon. Hein. Capital social minimum, nombre d'associés, responsabilité des associés, statut social du dirigeant. Voilà, c'est tout ce qu'ils attendaient. 10 points pour ça, bah, facile hein, quand même. Facile. D'autres questions par rapport aux formes juridiques? Des points. Non. Parfait. Donc, alors, regardons le sujet que j'ai sous le coude. Alors, 2007, on a un seuil de rentabilité en 2007. En 2000, je vais regarder en 2000 ce que ça nous donne. Hop, je vais vous mettre ça à l'écran. Voici l'annale de 2007. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait comme sujet? Tiens, ça me parle. 4 dossiers. Une partie marketing, une partie détermination d'un prix, donc à mon avis, là, on va plutôt être sur le seuil de rentabilité, une partie test de produit, une partie encore marketing, choix du nom du produit. Le nom évocateur, etc. On avait travaillé ça dans la partie, quand on avait fait du marketing. Test au produit, à mon avis, c'est des stats, mais comme je vous l'avais dit, c'est plus dans votre programme. Détermination du prix. Pardon, monsieur, vous venez de dire que les stats, c'était plus à notre programme? Non, je vous l'ai dit la fois dernière. D'accord, ok, j'ai pas pu être là hier. Du coup, ce qu'on a fait, autant pour moi. Autant pour moi. Mais alors, je vais vous dire, autant pour moi aussi, il est vrai qu'on a travaillé sur les stats et qu'après discussion avec d'autres enseignants d'éco-gestion, je me suis aperçu malheureusement que je vous avais fait travailler pour rien, puisque ça n'est plus à votre programme depuis 2 ans, depuis le nouveau programme. Donc, je ne vais pas vous refaire travailler sur les stats, rien que pour le plaisir de vous faire travailler. Vous avez connu, voilà, ce qu'étaient les statistiques. Ça vous a permis de vous confronter à ce problème-là, mais ça n'est plus au programme depuis le nouveau programme. Donc, on ne va pas s'attarder dessus, si vous voulez bien.
Donc, du coup, tout ce qui est variable, stat à une variable, deux variables, les moindres carrés, la variance, Vous pouvez tout mettre à la poubelle, vous pouvez tout oublier. ce qu'on a eu en première partie du BTS blanc, c'est pareil, c'est plus au programme. Voilà. C'est sûr dessus. Ok, d'accord. Comment? Merci. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Alors, hop, on va pas le faire celui-là parce que vous l'avez déjà fait, celui-ci. On l'avait traité lors du thème qu'on avait fait. Alors, je vais en trouver un autre. Qu'est-ce qu'il y avait eu encore complet ici? C'est de rentabilité en 2015. Voilà, ouais, ça c'est du 2015. On a 4 dossiers. Une partie sur la franchise, une partie sur un compte de résultats, d'abord sur un bilan fonctionnel, donc du classique bilan, du classique compte de résultats, et une partie recrutement. Donc, on prend ouais, je vois lequel c'est. Voilà. Alors, Madame Moret. Madame Moret, elle vend des produits, d'accord? Et on vous indique ici un certain nombre de choses et on va vous demander de faire le compte de résultats différentiels. Est-ce que vous vous souvenez comment il se structure le compte de résultats différentiels? Est-ce que ça vous parle? Mais je croyais qu'il était plus au programme non plus, le différentiel. Bah, pour faire le seuil de rentabilité, on a obligatoirement le compte de résultats différentiels. Enfin, non, enfin, j'ai aucun doute. Oui, on l'a fait en premier. J'ai aucun doute là-dessus, Cécile, mais je vais quand même le vérifier. Bah, qui est-ce qui vous a dit qu'il n'était plus au programme, Cécile? Ou c'est vous-même qui l'avez vu? Non, non, il me semble que c'était notre prof. Faudrait que ceux de ma promo me confirment. Vous êtes de Paris ou Lyon? Moi, Cécile, ça ne me parle pas comme ça, mais ça se trouve, on l'avait vu et il n'était pas, on l'appelait pas compte de résultats différentiels. Ça se trouve, on l'a vu et on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Hein. Mais moi, ça ne me dit rien. Tac, tac, tac. Alors, pour moi, il n'y a aucun souci hein, sur le fait qu'il soit toujours au programme. Je l'aurais pas, là. Je revérifierai quand même, Cécile, on va le faire parce que vous allez voir, c'est pas très compliqué. Hein. C'est peut-être sur un type d'amortissement, hein, peut-être le linéaire, le dégressif. Bon, on va le faire. Je vais vous représenter le compte de résultats différentiels, d'accord? Je vais vous le présenter sur un tableau blanc. Je vais vérifier, mais je suis à 99% sûr, Cécile, que c'est toujours. Mais voilà, on n'a pas la science infuse et je préfère quand même vérifier. Oui. Est-ce que c'est bien le tableau où on met le chiffre d'affaires, coût fixe, coût variable, le taux de marge, le coût variable et tout ça ou pas du tout? Exactement. Okay. Peut-être qu'on ne l'appelait pas comme ça, effectivement, je ne sais pas. Mais... Alors, hop, je vais faire ça. Un petit truc ici. Non, c'est pas les ratios. C'est pas les ratios. Je vais vous montrer comment on le fait, d'accord? Et puis, alors, hop, faut que je m'y retrouve. Voilà. Je suis en train de préparer les choses. Hop, je vais le mettre là comme ça. Voilà. Oui, je pense qu'on l'avait refait, hein, me semble bien.
Donc, le compte de résultat différentiel, on va le travailler comme ça. On va le travailler en parties. D'accord. La première partie que l'on va mettre, c'est le chiffre d'affaires. Donc, dans cette première partie, je mets mon chiffre d'affaires. Donc, ici, déterminons ensemble le chiffre d'affaires. On nous dit qu'elle va être ouverte 48 semaines, d'accord, qu'elle va faire à peu près par semaine un chiffre d'affaires de 3 200 euros. Donc, le chiffre d'affaires, ici, pour le retrouver, je vais faire 3 200 fois 48 semaines. Bon, je vous fais confiance, je ne refais pas de calcul. Hein, et vous me dites que ça fait 153 600. Ensuite, je vais mettre ce qu'on appelle les charges variables. Alors, les charges variables, qu'est-ce que c'est? C'est les charges que je suis obligatoirement obligé d'engendrer pour faire du chiffre d'affaires. Généralement, ça va être le produit que j'achète pour le revendre. Donc, le produit que j'achète coûte 10 euros, par exemple. Je le revends 15 euros. Ça veut dire que j'ai 10 euros de charges variables et obligatoirement, la marge sur coût variable, elle est de 5 euros. Si je le vends 15 et que je l'ai acheté 10, c'est que j'aurais fait une marge de 5. Donc, les charges variables, c'est en général les produits que je vais revendre. Et ici, on vous dit voilà, que les charges variables, on ne vous dit pas ce que c'est. Si, on vous dit voilà, les charges variables correspondent principalement au coût des produits vendus. Et on vous indique que Madame Moret applique un coefficient multiplicateur de 2,5. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le prix d'achat... Son prix de vente, c'est 2,5 le prix d'achat, c'est ça? Exactement, voilà. Prix d'achat fois coef est égal à prix de vente. Donc, ça veut dire obligatoirement que mon chiffre d'affaires, c'est mon prix de vente. Donc, pour retrouver mes charges variables, comment vous allez faire? On divise par 2,5. Exactement. « 153 600 divisé par 2,5. » Ça fait 61 440. Non, 61, oui. 440. Ok, merci. Ensuite, vous allez calculer la marge sur coût variable. Donc, la marge sur coût variable... C'est la différence, du coup. C'est la différence, tout simplement. C'est 153 600 moins 161 400. Exactement. Donc, ici, hop, je vais la calculer. Donc, 153 600 moins 61 440. Vous l'avez fait? Ça fait 92 160. Merci. Alors, ensuite, je vais intégrer les charges fixes. Donc, les charges fixes, c'est les charges de structure, celles que je vais obligatoirement payer même si je vends moins de chiffre d'affaires ou plus de chiffre d'affaires. Généralement, la location de mon lieu de vente, d'accord, les charges de personnel, voilà. Ce sont des charges fixes. Ce sont des charges qui ne vont pas bouger, que je paye, que je fasse du chiffre d'affaires ou que j'en fasse pas. J'ouvre le magasin, il y a le loyer à payer. Voilà. Et pourtant, j'ai
pas encore fait de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle les charges fixes. Les charges fixes, ici, on vous les donne, on vous dit qu'elles sont de 80 000 euros. Une fois que j'ai mes charges fixes, je vais pouvoir calculer mon résultat. Le résultat, lui, c'est toujours le chiffre d'affaires moins la totalité des charges, variables et fixes. D'accord? Résultat. Et là, on parle de résultat net? On parle de résultat. Ok. D'accord? On parle de résultat. Alors, on pourrait parler de résultat net, hein, mais on ne fait pas la différence. Donc ici, ça serait 153 600 moins 61 740 moins 92 60. Le chiffre d'affaires moins toutes les charges. Donc, obligatoirement, elles sont entre les variables et les variables et les fixes, ça sera toutes les charges. Donc, 2160. Merci, Françoise. Voilà, ça, c'est mon compte de résultat différentiel. D'accord ? À partir de ce compte de résultat différentiel, je vais pouvoir établir ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Pour ça, je vais avoir besoin de deux choses. Le seuil de rentabilité, c'est à partir de quel moment je commence à faire du bénéfice. À partir de quel chiffre d'affaires. On voit qu'à 153 000 euros de chiffre d'affaires, elle fait du bénéfice, puisque le résultat est positif. Mais si elle avait fait 150, est-ce qu'elle aurait fait du bénéfice? On ne sait pas. D'accord ? Il faudrait reprendre tous nos calculs. 12 160. Ah, d'accord. Donc, s'il fallait reprendre à chaque fois les calculs, c'est un peu embêtant. Donc, on va réussir à déterminer quel est le niveau de chiffre d'affaires qui permet de commencer à générer des bénéfices. C'est-à-dire, au-dessus de ce niveau, j'ai des sous. En dessous, je vais perdre des sous. Pour ça, j'ai besoin de connaître quel est le taux. Le compte de résultat, ça, c'est ce qu'on appelle un compte de résultat différentiel, pas un compte de résultat classique, pas un compte de résultat comptable. Oui, j'ai pas eu le temps de mettre différentiel, mais ça se présente comme ça en fait? Oui, oui, bien sûr. Ah d'accord. Ok. Effectivement, on l'avait vu, mais je n'avais pas retenu que c'était ça. Merci. D'accord, super. Vous me rassurez. Donc, pour calculer mon seuil de rentabilité, je vais avoir besoin d'abord de calculer mon taux de marge. Mon taux de marge, il se calcule en faisant la marge divisée par le chiffre d'affaires. Donc ici, mon taux de marge, il va être égal à 92 160 divisé par 153 600. Ça fait 60% du coup. Ça fait 0,6. Voilà. Ça sera mon taux de marge. D'accord ? Ça veut dire que ma marge représente 60% de mon chiffre d'affaires. Exactement. Ok. La marge sur coût variable, hein, attention, parce qu'il y a encore après derrière à retirer les charges fixes. Hein. Il ne faut pas que vous en déduisiez que votre résultat est égal à 60% de votre chiffre d'affaires. Votre marge est à 60% de votre chiffre d'affaires. Alors, une fois que j'ai ce taux de marge, je vais pouvoir calculer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Et lui, il va être égal aux charges fixes. Pardon.
par votre taux de marge. Ah oui, parce qu'il va falloir réaliser de la marge pour couvrir les charges fixes. Donc, mon seuil de rentabilité ici, il est égal à 80 000 divisé par 60%. Et si vous avez calculé le résultat, Ça fait 48 000. ça m'étonnerait. Ça peut faire que plus que 80 000. Oui, j'ai multiplié, pardon. Non, c'est divisé, attention, hein, divisé. 133 333. Merci. 133 333. Voilà, ça, c'est votre seuil de rentabilité. Ça veut dire qu'au-delà de 133 000 euros de chiffre d'affaires, je commence à faire du bénéfice. Si je ne faisais que 120 000 euros de chiffre d'affaires, je fais de la perte. Ben, si vous faites 120 000 euros, vous divisez par 2,5 et vous retirez 80 000, vous perdez les sous. Vous divisez par 2,5 pour trouver les charges. Et bêtement, pourquoi est-ce que ça correspond au prix d'achat plus le prix des charges fixes, du coup? Parce que c'est bien ça, en fait. Si j'achète un produit 3 euros et que j'ai 100 euros de salaire à payer, enfin de charges fixes de personnel, etc., en dessous de 103 euros, je ne fais pas de bénéfice. Exactement. Oui, oui. D'accord. Mais attention, votre raisonnement, il est valable si vous réfléchissez comme ça, parce que les charges fixes resteront là, quel que soit le... Parce que si vous vendez beaucoup, d'accord, vous allez vite amortir vos charges fixes. Et je ne sais pas si vous pouvez réussir à déterminer un prix de vente comme vous le faites. C'est vrai que, en fait, c'est juste que ça impose que mon prix de vente soit peut-être bien supérieur au prix. En fait, ça ne tient pas compte. Si le produit à la base coûte 3 et que pour rentabiliser, il faut que je le vende 150, c'est sûr qu'il y a un souci de. Voilà. Donc, en fait, vous devez au moins avoir, quand il y a un prix unitaire d'un produit, d'accord, vous devez au moins avoir 2 des 3 données, c'est-à-dire combien de produits je vais vendre. Parce qu'évidemment, plus vous allez en vendre, plus vous allez générer une marge et plus vite vos charges fixes seront amorties. D'accord. Et c'est d'ailleurs ici, on nous dit voilà, le panier moyen prévisionnel est de 40 euros. D'accord. On va certainement nous dire voilà, 133 000 sur 48 semaines, ça fait combien de paniers moyens? Donc, vous savez ce que c'est que le panier moyen? Si quelqu'un ne sait pas, je réexplique en 30 secondes. Hein. Si tout le monde sait, je réexplique. C'est la valeur moyenne de l'achat, en fait. Un client qui rentre en moyenne, combien il dépense? C'est la valeur moyenne du passage en caisse. D'accord. À chaque fois qu'un client passe en caisse, en moyenne, il y en a pour 40 euros TTC. Donc finalement, il va falloir combien de passages en caisse pour au moins être rentable? On sait qu'il faut pour 133 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Là, vous avez fait votre compte de résultat prévisionnel, vous avez répondu à la moitié des questions. Parce que si je reprends le thème, hop, il nous dit... Bon, d'abord, définir ce que c'est qu'une zone de chalandise. Dites-moi ce que c'est qu'une zone de chalandise. C'est la zone de vente, en fait, les personnes qu'on va toucher, le périmètre de personnes qu'on va toucher. Ça s'appelle comment votre... La clientèle? Voilà. Oui, c'est ça, mieux dit. Vos clients. D'accord. La zone géographique où se trouvent vos clients. Voilà, Françoise, c'est bon. Donc, on vous demandait de définir la zone de chalandise, on vous demandait de remplir dans l'annexe 1, et ensuite calculer et préciser le nombre de passages en caisse qu'il faudrait par semaine. Alors, regardons ça. Donc, dans notre tableau, on sait qu'il faut 133 000 euros de chiffre d'affaires sur 48 semaines. Donc, ça veut dire, on est d'accord, hein, pour être rentable, il faut commencer à faire 133 000 euros de chiffre d'affaires. Nos 133 000, ça, je vais le reprendre. Ça, on sait que c'est notre seuil de rentabilité. Il faut faire ça en 48 semaines. Donc, il faut faire combien en une semaine? C'est simple, hein. Il faut faire... Ça fait 2 771 euros.
si j'arrondis. Soit CA à faire par semaine, 133 333 divisé par 48 semaines. Donc, 2777, c'est ça? 71, ouais, j'ai arrondi. 71 ou 77? 71. 71. Okay. Donc, il faut faire ce chiffre d'affaires-là par semaine, en sachant que les clients font un panier moyen TTC de 40 euros. Combien faut-il de clients par semaine, à votre avis? Alors, déjà, on est sur du TTC, donc il faut qu'on se mette en hors taxe, puisque le chiffre d'affaires, il est en hors taxe, non? Ah, zut, vous n'êtes pas tombé dans le piège, Je vous attendais tous, là, au piège. Évidemment, c'était le piège du sujet. On vous donne un prix TTC, on vous demande, et en plus, en dessous, on vous précise quand même le taux de TVA. Hein. Donc, ça, vous devez certainement vous mettre sur la piste. Effectivement, le compte de résultat, qu'il soit comptable ou différentiel ici, c'est un compte de résultat en hors taxe, d'accord? Et or, on vous a donné un TTC, donc il faut travailler sur la même longueur d'onde dans les deux cas. Donc effectivement, il fallait retravailler notre panier moyen hors taxe. Notre panier moyen hors taxe ici, 40 divisé par 1,055 pour le trouver. Si quelqu'un peut me faire le petit calcul rapidos. 38 euros. C'est un peu comme... Voilà, 38 euros. 38 euros, ce qui me permettait Oui, j'ai arrondi, pardon. Bon, voilà, vous avez compris l'esprit. Hein. Ce qui permettait ensuite, pour le nombre de passages en caisse, Françoise, elle est précise, on va être précis. Donc, ce qui permettait ensuite de retrouver le nombre de passages en caisse, hein, 2761, donc le nombre de passages en caisse, nombre de passages de clients, d'accord, en caisse par semaine. On faisait nos 2771 divisé par 37,91. Là, on ne trouvait pas dans les 40. 73, ouais. 73, 74 passages, ouais. Ouais. Et c'est vrai que. Voilà. Alors, il n'est pas très compliqué, il y avait un piège, hein, mais il demandait un peu de raisonnement. D'accord. Ça demandait un peu de raisonnement et voilà, d'avoir au minimum la formule pour calculer le seuil de rentabilité. Si vous ne saviez pas faire ça, c'est tout, l'exercice il est mort. Hein. Vous ne pouvez pas calculer le nombre de passages en caisse, vous ne pouvez rien faire. Donc, malheureusement, dans les exercices de gestion, souvent, si on ne sait pas la première notion, on est mort. Et donc, ça, on était bien sur 10 points. Hein. On était même sur 12 points, vous voyez, 12 points sur 40. Alors, je faut juste, pour terminer là-dessus, vous remettre avec la présentation. Le compte de résultat différentiel qui était proposé, voilà. Voilà comment il était fait, il est fait comme on l'a fait le nôtre. Hein. D'accord. Mais au moins, voilà, si vous ne vous souvenez plus, on vous le donnait. On vous disait quel est le montant, comment vous avez fait votre calcul. Il y a le tableau oui, il y avait le tableau Estelle, effectivement. Souvent. Je ne veux pas vous dire tout le temps parce que c'est pas une évidence, hein, mais en tout cas, vous verrez qu'à chaque fois, oui, c'est une aide. Ben oui, ça vous permet de vous remémorer et de revoir un peu les choses. Hein. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Est-ce que l'étude de la rentabilité le seuil? Oui, l'étude de la rentabilité englobe le seuil de rentabilité obligatoirement.
englobe le seuil de rentabilité. Vous vous souvenez qu'il y avait la notion aussi de point mort, où on recalculait en nombre de jours. Vous pouvez nous redire ce qu'est le point mort? Le point mort, c'est la date à laquelle je vais réaliser mon chiffre d'affaires critique, mon seuil de rentabilité, date à laquelle je vais y arriver. Ah oui, entre la date de l'investissement, enfin des Voilà. achats, et la date, le nombre de ventes qu'on aura Généralement, on va réalisées. dire, voilà, on va y arriver au bout de 3-4 mois, etc. Ça marche pour tout le monde? C'est bon, merci. Allez, on s'arrête là. Et puis, je vous mettrai les sujets d'anal dans le cours d'aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez les regarder. C'est toujours bon de, voilà, de se confronter à tout ça. Je vous dis une bonne soirée et puis à la prochaine. À bientôt. Ciao. Merci, bonne soirée. Au revoir. Monsieur, j'ai une question. Allez-y.